il faut parler au micro et dans la cravate. C'est vous le dites quand je pense que je crois qu'on est dans là. Bien. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir fait l'effort d'être là ce matin en présence en dépit des difficultés de transport. Je redoutais beaucoup qu'on se trouve devant une salle presque vide et c'est pas le cas. Donc merci d'autant plus. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs, c'est-à-dire Anne-Emmanuel Berger, Jacob Rogazinski et Isabelle Alfandry, d'avoir eu l'initiative de ce colloque, de l'avoir conçu, de l'avoir organisé et d'avoir eu une magnifique réactivité à l'issue du colloque qui s'est tenu il y a à peu près 1 an, je crois, et qui s'en était pris directement, ouvertement, dans son introduction, à la déconstruction déridienne. Qui a peur de la déconstruction? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours à cet intitulé, à l'intitulé de cette manifestation, et je sais que Derrida a toujours eu soin, dès le début, de distinguer la déconstruction de la critique. C'est-à-dire la déconstruction et la critique, ça n'est pas la même chose, mais malgré tout, la déconstruction est une arme critique. Elle n'est pas la critique, mais elle est une arme critique, et si elle fait peur, c'est sans doute à ce titre-là. Il est, dans le fond, aucune des grandes questions qui mobilisent notre temps, qui mobilisent notamment les nouvelles générations, pour laquelle la déconstruction ne puisse pas être pensée et utilisée comme une arme critique. Et je pense que c'est à ce titre-là qu'elle fait encore peur. Voilà bientôt 20 ans que Derrida n'est plus là, que nous ne pouvons plus bénéficier, profiter de la réactivité qui pouvait être aussi la sienne face à des situations, face à des événements qu'il a liés. Et très souvent, nous mesurons son absence au poids de la question: qu'en aurait-il dit? Qu'en aurait-il pensé? Comment nous aurait-il aidé à penser ce qui nous arrive? Donc évidemment, aujourd'hui, nous sommes handicapés, en quelque sorte, par le fait que cette manifestation prévue de longue date coïncide avec un grand mouvement social qui va mettre probablement des dizaines, voire des centaines de milliers de gens dans la rue, qui traverse toutes les couches de la société, qui traverse toutes les générations. Donc oui, nous sommes handicapés, ça nous complique un tout petit peu la vie, et en même temps, je dois vous avouer que je trouve la coïncidence magnifique. Je trouve la coïncidence magnifique, je trouve que finalement, elle a du sens, et donc c'est sous les auspices de la résistance, la déconstruction comme résistance critique, que je voudrais placer les 3 journées de travaux qui nous attendent. Donc, bienvenue à l'école normale. Je sais que Anne-Emmanuel, Jacob, Isabelle, qui m'ont contacté très tôt pour essayer que ce colloque puisse avoir lieu à l'école normale, y tenait à cette salle du SAN, comme vous le savez tous. Évidemment, c'est la salle dans laquelle Derrida a tenu son séminaire pendant des années. C'est là où beaucoup d'entre nous ont eu encore la chance de l'entendre, de l'écouter et de profiter de son enseignement. Et c'est la raison pour laquelle je vous souhaite d'autant plus, le plus chaleureusement du monde, bienvenue à l'école normale dans cette salle qui était la sienne. Merci. Cher Marc Crépon, mesdames et messieurs, chers et chers collègues, je veux commencer par vous dire notre joie de voir le colloque Qui a peur de la déconstruction s'ouvrir aujourd'hui et se tenir, comme ça a été dit à l'instant, pour 3 journées consécutives à Paris, mais également en visioconférence. Au nom du comité d'organisation que nous formons avec Anne-Emmanuel Berger et Jacob Rogozinski, nous voulons commencer par exprimer nos remerciements et notre gratitude très chaleureuse aux institutions et aux personnes qui ont permis à notre initiative de voir le jour aujourd'hui.
Je voudrais commencer par remercier et exprimer notre gratitude pour l'accueil et l'hospitalité sans condition dont ont fait preuve Marc Crépon et Frédéric Vance au nom de l'ENS, mais également Sandra Logier pour l'Université Panthéon-Sorbonne qui nous fait l'amitié d'être présente avec nous ce matin. Ce colloque n'aurait rien pu mettre en place, n'aurait pas pu se tenir sans des soutiens financiers pour lesquels nous voulons également exprimer notre reconnaissance et notre gratitude, et notamment la manière extrêmement généreuse dont l'UMR Legs, le laboratoire d'études de genre et de sexualité du CNRS Paris 8, Paris-Nanterre, l'extrême générosité qu'il a manifestée et qui nous permet de nous réunir aujourd'hui et pour les 2 journées qui viennent. Mais également la chaire Melodia E. Jones du département de langue et littérature romane de l'université de Buffalo, SUNY Buffalo, aux États-Unis. Je veux aussi remercier l'équipe dont je suis issue, l'équipe Prisme Sorbonne Nouvelle, qui a également contribué généreusement à la manifestation de ce jour et des 2 jours qui viennent, et également l'UE Philo de l'Université de Strasbourg, dont Jacob est membre. Pour le soutien logistique, je voudrais remercier entre toutes Claudia Sima, ici présente, chargée de communication au LEGS, sans laquelle notamment la mise en place d'un certain nombre de dispositifs et notamment du Zoom ne serait pas possible aujourd'hui, et également Céline Campagne, gestionnaire au LEGS. Et enfin, pour les supports publicitaires qui nous ont quand même été très utiles, je veux remercier particulièrement Lisania Medine, qui est une graphiste exceptionnellement inventive. Rien n'aurait été possible sans elle, sans eux, sans vous qui, malgré les difficultés d'acheminement ce matin, êtes parmi nous, présentes et présents, en personne ou à distance. Alors, notre colloque, vous le savez peut-être, a été pensé et élaboré comme une réponse à un colloque qui s'est tenu l'an dernier, en janvier, à Paris. Un colloque dont l'outrage et l'outrance, la charge de ressentiment contre la supposée déconstruction, nous a profondément heurtés et scandalisés. Un colloque, qui plus est, qui a été ouvert par un ministre de l'Éducation nationale, alors en exercice, qui s'est attaqué à l'entreprise jugée par lui destructrice et funeste de la déconstruction, allant jusqu'à la qualifier de virus qui appelait un vaccin. Nous avons été nombreux et nombreuses à nous inscrire en faux contre des accusations aussi graves que fausses, à dénoncer des procès d'intention inacceptables et indignes, mais nous avons souhaité répondre collectivement et posément, non pas sur le terrain de l'invective ni de la polémique, mais celui de la pensée critique, de la recherche scientifique et du débat contradictoire. Avec Anne-Emmanuelle Berger, avec Jacob Rogozinski, tous les intervenantes et tous les intervenants de notre colloque, nous tenterons pendant ces 3 journées de montrer en quoi la déconstruction et d'autres œuvres qui lui étaient contemporaines et qui appartiennent à ce que l'on pourrait désigner, même si la catégorie est imparfaite, comme le post-structuralisme, ont essaimé dans le champ philosophique, critique et théorique, dans des directions imprévues, plurielles, depuis plus d'une trentaine d'années, assurant sinon une relève de la pensée de la déconstruction et de ses autres, du moins un devenir ouvert et fécond. La déconstruction, si une telle chose existe, pour faire entendre ici la précaution qui n'est pas seulement rhétorique, dont il arrivait à Jacques Derrida de la sortir, a connu ces dernières années un sort aussi surprenant que désolant, et ce notamment en France. Elle est devenue le mot brûlant ou scélérat dans le débat public, le cas échéant un mot brandi dans l'arène politique au nom de discours de la haine, qui promeuvent, diffusent ou justifient, selon la définition du Conseil de l'Europe, la violence, la haine ou la discrimination. Il y aurait beaucoup à dire sur le destin d'un terme qui n'est pas un concept, qui n'est pas même le nom d'une école, un mot inventé ou redécouvert par Jacques Derrida, mais dont il a toujours usé avec prudence et circonspection. Ce mot de déconstruction revient désormais dans la bouche et sous la plume d'hommes et de femmes qui n'ont sans doute pas lu les œuvres de son inventeur, ni des penseurs et penseuses qu'il vise confusément et qu'il tiennent pour responsables désormais des pires mots supposés de notre temps. Ce mot, désormais, dans le débat public, devient synonyme d'islamo-gauchisme, de wokisme ou de cancel culture. S'il est difficile, voire antinomique, de chercher à dire ce qu'est la déconstruction, puisque précisément elle est occupée à défaire et à déstabiliser les identités, à déconstituer les discours en interrogeant leurs fondations et leurs impensés, l'on peut toutefois énoncer ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas une entreprise de destruction généralisée de l'école, de la culture, ni de la société. La déconstruction ne sonne pas le glas de l'être en commun, même si elle questionne à nouveau frais les conditions de la communauté,
Elle ne vise pas la fin de la culture, quand même elle réinterroge les fondements et le cas échéant, ses contradictions. Si la déconstruction, comme le soutient Derrida, ne revient à aucun sujet, à aucun moi, à aucune conscience, et si elle s'octroie un droit de regard, sinon un droit d'inventaire sur les discours et les représentations, elle n'est pas délibérément négative, elle n'est pas plus apolitique comme on a pu lui en faire le reproche, il fut un temps, qu'elle n'est radicalisée. Si le mouvement qu'elle implique n'est certes pas de tout repos, ni parfois sans risque pour la pensée, elle n'est pas une pratique irresponsable de déliaison et de destruction. La déconstruction est porteuse d'une affirmation qui s'entendra sans doute tout au long de notre colloque. Son sort est lié à la pluralité des langues, y compris des langues philosophiques et critiques, qui résonneront là aussi durant ces 3 journées. Elle est également inséparable de la question de la justice qui traversera nombre de nos interrogations et de nos débats. Enfin et surtout, plus que tout, l'avenir de la démocratie, ce que Derrida a pu appeler la démocratie à venir, lui est tout sauf indifférent. Alors, qui a peur de la déconstruction n'est pas, en dépit des apparences, un colloque sur l'œuvre de Jacques Derrida, ni même sur la déconstruction pour elle-même. Certains intervenants, certaines intervenantes solliciteront sans doute ces noms propres, mais pas uniquement, ni primordialement. Pour reprendre l'expression de Michel Deguy au sujet de la poésie, la déconstruction n'est pas seule. Elle n'est jamais qu'une parmi une pluralité de langues et d'approches. Les chemins et les espaces de pensée qu'ont ouvert des œuvres philosophiques comme celles de Gilles Deleuze, de Michel Foucault, de Jacques Derrida, de Bourdieu, de Lacan et plusieurs autres encore, sont multiples, féconds et hétérogènes. Dans l'après-coup du post-structuralisme se sont fait jour une diversité de voix et de voix critiques. Nous avons souhaité faire entendre des positions et des propositions contemporaines, issues de champs de recherche relevant de disciplines nouvellement balisées ou institutionnalisées depuis longtemps, qui entretiennent avec la déconstruction et d'autres œuvres du post-structuralisme, plutôt que des liens de filiation, des affinités électives, lui font écho, les prolongent, les renouvellent autrement. Pour ce faire, nous avons retenu 3 champs et un thème. Le champ des études de genre, celui des études décoloniales, celui de la psychanalyse et le thème de la démocratie. La déconstruction et d'autres pensées qui lui sont contemporaines ont essaimé dans des directions incalculables et fécondes, le cas échéant, opposés ou contradictoires, ainsi que nos 3 journées le démontreront. En conclusion de ces quelques mots d'introduction, je voudrais réitérer nos chaleureux remerciements aux institutions et aux personnes qui nous permettent de nous réunir aujourd'hui et pour les jours à venir. Et également me souvenir en passant, comme l'a rappelé Marc, que c'est dans cette salle que Jacques Derrida a longtemps enseigné. Cette école, l'école normale supérieure, tout comme l'Université Paris 1 qui nous accueillera demain, les groupes de recherche qui nous ont soutenus participent de ce qu'il est convenu d'appeler l'université. L'ambition de notre colloque est également de réaffirmer la place que doit jouer l'université dans le débat public, parce que, je cite, cette université exige et devrait se voir reconnaître, en principe, outre ce que l'on appelle la liberté académique, une liberté inconditionnelle de questionnement et de proposition. Plus encore, le droit de dire publiquement tout ce qu'exige une recherche, un savoir et une pensée de la vérité. C'est Jacques Derrida qui parle. Je vous remercie. Donc, nous avons été nombreuses et nombreux en France, comme le rappelait Isabelle, dans le monde universitaire en particulier et dans le monde de la pensée en général, à nous alarmer de ce que le colloque intitulé « Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture » qui s'est tenu en Sorbonne en janvier 2022 sous le haut patronage de Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'Éducation nationale, signifiait et annonçait, bien au-delà de sa cible apparente et des propos qui furent tenus à son sujet. Un ministre en exercice invitait à tourner définitivement la page de plus d'un demi-siècle d'œuvres et de réflexions philosophiques et sonnait la charge contre tout un pan de la recherche scientifique s'effectuant au sein des institutions qu'il administrait. Ce faisant, il bafouait le principe même de la liberté académique qui garantit le droit à la mise en chantier de nouvelles recherches et plus généralement un droit à la question, au libre examen des questions étudiées et des savoirs transmis. Or, la liberté académique, Isabelle le disait déjà, a elle-même partie liée avec la démocratie. L'une ne va pas, ne devrait pas pouvoir aller sans l'autre, là où cette dernière a à voir, historiquement et conceptuellement,
c'est du moins l'hypothèse longuement développée par Derrida dans Voyou, avec un régime de parole, celui du débat public, de la liberté et de la publicité du débat, est telle, affirme Derrida, que la démocratie nommerait, je cite, le seul système, le seul paradigme constitutionnel dans lequel, en principe, on a ou prend le droit de critiquer tout publiquement, y compris l'idée de démocratie, son concept, son histoire et son nom. Fin de citation. Et c'est précisément ce droit de critiquer tout publiquement, y compris l'idée de démocratie, qui préserve et assure la démocratie comme telle, dans le geste et le moment même de son questionnement. La pratique de la disputation ou du débat, consubstantielle avec la lectio du régime de discours universitaire depuis la création des universités au Moyen-Âge en Occident, a en ce sens contribué à faire de l'université une espèce de laboratoire de la démocratie moderne, au sens où l'entend Derrida, avant la lettre. Lorsque Blanquer, ouvrant le colloque en question, exhortait à déconstruire la déconstruction, selon cette logique de la conjuration que Derrida analyse dans Spectre de Marx et qui consiste à convoquer ce qu'on veut révoquer, à se laisser hanter par ce qu'on dit ou veut voir défend. Vous voyez d'ailleurs ce qu'en disait notre collègue Mathieu Potte-Bonneville avec beaucoup d'intelligence dans une réaction au colloque de 2022 publié dans AOC. Lorsqu'il faisait Blanquer comme si déconstruction et destruction étaient un seul et même mot, avec un seul et même sens, savait-il que lui, le représentant du gouvernement Macron, qui s'est posé en rempart de la démocratie et du progrès contre les idées et les pratiques de l'extrême droite, faisait du Zemmour? Peut-être que non à un certain niveau, mais évidemment que oui à un autre. C'est en effet Éric Zemmour, nous rappelait Jacob Rogozinski dans une tribune également consacrée à la tenue de ce colloque, qui, dès 2014, dans Le Suicide français, avait appelé à déconstruire les déconstructeurs. Dès lors, on ne pouvait pas ne pas entendre dans l'invitation à reconstruire les sciences et la culture une injonction à reconquérir le terrain soi-disant perdu, à le recultiver, à le recoloniser. C'est Derrida encore qui rappelait la racine lexicale et sémantique commune du mot culture et du mot colonisation, comme dans une guerre coloniale, toute guerre étant peut-être par essence coloniale. La formule de Zemmour était certes encore plus violente, puisqu'elle s'en prenait directement aux hommes et aux femmes, les déconstructeurs, et pas seulement à un mot ou une notion, la déconstruction, mais en tout cas elle a fait florès, au point non seulement d'être devenue un mantra de l'extrême droite lepéniste et zémourienne, mais de constituer dans ses diverses déclinaisons le cœur du programme de la droite dite républicaine. Ainsi Bruno Retailleau, candidat à la présidence du parti Les Républicains, déclarait-il dans le journal du dimanche en novembre dernier, je cite, « Face au parti de la déconstruction, la droite doit être celui de la reconstruction française autour d'un triptyque, transmission, assimilation et politique familiale. » Et encore, dans un entretien avec un magazine en ligne intitulé « Droite de demain », je le cite encore, « Aujourd'hui, les Français se sentent autant menacés dans leur niveau de vie que dans leur mode de vie, parce que partout, dans les programmes scolaires, les relations entre les hommes et les femmes, et même jusque dans nos assiettes, puisque certains s'en prennent désormais au barbecue, la déconstruction est à l'œuvre. » Fin de citation. Le colloque qui nous a conduites et conduits à proposer non pas tant une réponse, encore moins une réplique, qu'un temps de réflexion sérieux sur les sujets brocardés par le premier, relevait ainsi d'un dispositif inquiétant, n'hésitant pas à mêler directement enjeux politiques, voire politiciens, et considérations intellectuelles, au moment même où l'une de ses participantes, Nathalie Heinisch, appelait à purger l'université de tout ce qui ne relèverait pas strictement de la formation et de la recherche, en s'abstenant, je cite, d'inviter des professionnels, des militants, des artistes dans les cours et séminaires universitaires, fin de citation, en vue, ajoutait-elle, de les protéger de l'envahissement idéologique. Mais je voudrais à présent dire quelque chose des procédés rhétoriques utilisés par les participants au colloque en question pour instruire en disqualification le procès de la déconstruction. J'en distinguerai principalement deux. L'un a trait à la tonalité des propos tenus, en l'occurrence une tonalité polémique, une envie d'en découdre, qui conduit nécessairement à avoir recours à la logique oppositionnelle dans sa forme la plus massive, eux et elles,
contre nous ou nous contre elle, la raison contre la déraison, les lumières françaises contre une obscurité foncièrement étrangère, etc. L'autre, qui consiste à pratiquer de manière systématique le raccourci, le sommaire, l'amalgame, autant de manières de faire court, très court, pour couper court à la moindre discussion. Ainsi, le seul nom de déconstruction se voyait-il appliqué par Pierre-Henri Tavoyot à, je cite, un vaste mouvement philosophique allant de Kant à Derrida, fin de citation, selon une progression marquée dans le dévoiement et la dégradation conceptuelle. Surtout, la déconstruction se voyait sommée de réunir sous son nom, à son corps défendant, si l'on peut dire, des œuvres, des pensées, des penseurs, voire des penseuses, plus ou moins contemporains les uns des autres, et qui ont certes pu dialoguer et se confronter les unes aux autres, mais qui ont toujours aussi affiché et tenté de penser leurs différences, leurs distinctions, sinon parfois leurs différends. Je songe, outre Derrida, à Foucault, Deleuze ou encore Cixous, tous mis en cause lors de ces 2 journées. La déconstruction devenait alors synonyme de ce que Luc Ferry et Alain Reynaud ont appelé la pensée 68, du nom d'un ouvrage qui pratiquait lui-même allègrement le raccourci et l'amalgame, et qui prétendait de surcroît réduire les penseurs incriminés à une date, à un moment, à un passé supposé ou voulu révolu, et qui pourtant passe mal. L'idée que le passé, tel passé par exemple, ce dont 1968 serait l'index, est simplement passé ou doit l'être, témoigne d'une incapacité à penser les enjeux complexes d'héritage et de transmission, donc d'histoire, et d'abord d'histoire intellectuelle. Elle témoigne en particulier d'une incapacité à formuler ce qui se joue lorsque la pensée accueillant le monde qui vient prend un tour nouveau, sans qu'il s'agisse bien sûr de faire table rase, intention imputée à tort à la déconstruction et aux déconstructeurs, mais bien plutôt de tenir un compte différent de ce qui a été pensé auparavant. Penser à partir de ou depuis, 2 locutions qu'affectionnait Derrida pour dire à la fois l'affiliation et la désaffiliation dans le geste divisé de l'héritage, ce n'est justement pas une façon de rompre avec ce dont on s'écarte, et c'est une façon de dissiper l'illusion que ce qui vient après la déconstruction par exemple, annule simplement et entièrement l'avant. Que fait-on quand on amalgame les œuvres et les personnes, quand on les réduit à un temps homogène, quand on les rassemble pour les dénoncer sous un seul et même mot? Tout le contraire de ce que Derrida, dans l'un des derniers entretiens qu'il ait donné l'année de sa mort, préconisait et revendiquait, en l'occurrence le droit, la possibilité, je cite, de faire plus d'une phrase. Dans cet entretien, Derrida déplorait, comme souvent, ce qu'il nommait le triomphe du simplisme, les impératifs d'intelligibilité immédiate et l'offensive menée dans l'espace public français et plus généralement dans l'espace médiatique contre, je cite, tout ce qui manifeste de l'intelligence et qui est nécessairement compliqué, plié, circonspect. Fin de citation. Tout ce qui, partant, demande, disait-il encore, du temps et de la lenteur. Contre l'obligation de simplifier imposée par les médias, contre ce qu'on pourrait appeler la twitterisation de la pensée, qui consiste à faire tenir tout propos en moins d'une ligne, à tout réduire à quelques mots, par exemple le mot déconstruction, Derrida demandait donc qu'on permette aux intellectuels, catégorie qu'en même temps il interrogeait, en particulier à, disait-il, tous ceux qui prennent la parole publiquement, de faire plus d'une phrase. Il faut, ajoutait-il à propos des attaques terroristes du 11 septembre 2001, pouvoir dire d'un côté « je condamne » et d'un autre côté, dès la phrase suivante, « mais je veux comprendre pourquoi et comment ça s'est passé », fin de citation, afin de ne pas se laisser enfermer dans un dilemme. Critiquer la démocratie, par exemple, ce que Derrida n'a jamais fait qu'en vue d'un plus de démocratie, ne devrait jamais pouvoir se laisser enfermer dans le dilemme pour ou contre la démocratie, ni la critique se réduire et s'abaisser à la polémique. Mais pour cela, il faut pouvoir et vouloir mener la critique avec respect, avec rigueur, avec minutie, avec tact, dirait peut-être Fabrice Bourlez que nous allons entendre samedi. Pour cela, il faut parler des livres que l'on a lus et ne pas céder à la facilité, au demeurant répandue, de parler des livres que l'on n'a pas lus, pour paraphraser la formule provocatrice de Pierre Bayard.
Si la déconstruction mise en œuvre par Derrida a à voir avec une procédure et non un procédé, c'est bien celle-ci. Tenter de comprendre en différenciant, en distinguant, en contextualisant, en raffinant toujours plus l'analyse, en faisant donc toujours plus d'une phrase. À propos de la déconstruction, mot, Isabelle le rappelait, qui puise à plus d'une source, l'architecture, la philosophie, et émane de plus d'une langue, le français et l'allemand, et qui nomme d'abord une certaine façon d'interroger les structures, les constructions logiques, pour faire apercevoir l'arbitraire, la violence et par conséquent l'instabilité constitutive de ce qui prétend assurer les fondations des institutions et des discours. Derrida, on le sait, a multiplié les phrases. La déconstruction est affirmative, la déconstruction est la justice. L'axiome de la déconstruction, c'est l'ouverture de l'avenir. La déconstruction, c'est plus d'une langue. La déconstruction, c'est ce qui arrive quand ça arrive. La déconstruction est en Amérique, etc. Il refusait ainsi d'en arrêter la définition, d'en figer le sens une fois pour toutes, tout en désignant à chaque fois une certaine manière de tenir ensemble l'analyse critique et un certain messianique sans messianisme, ce qui arrive quand ça arrive, le texte et le contexte, l'éthique et le politique, l'aujourd'hui et l'avenir. En 2004, c'est le procès du formatage médiatique qu'instruisait Derrida. Qu'aurait-il dit en voyant que la simplification dont il pressentait le triomphe dès l'avènement de la dite nouvelle philosophie, une philosophie adaptée au nouvel ordre médiatique, était désormais érigée en principe d'éducation, plus précisément en méthode d'éducation nationale. Mais pourquoi donc la guerre en cours à l'intelligence a-t-elle pris pour cible la déconstruction ? Pourquoi désigner entre tous ce mot et cette notion à la vindicte publique ? Pourquoi l'avoir livré en pâture, lui plutôt qu'un autre, lors de ce qui a ressemblé, selon la formule bienvenue de Claude Gauthier, à un banquet totémique ? Je formulerai rapidement, ce sont mes derniers mots, quelques hypothèses avant de passer le relais à Jacob. D'abord, ce n'est pas la première fois. Au début des années 90, c'était déjà aux États-Unis, dans les médias américains, la déconstruction qu'on rendait nommément responsable de ce qu'on appelait alors la political correctness, ancêtre du dit wokisme. Autrement dit, alors même que les organisateurs du colloque de 2022 entendaient préserver la rationalité française, j'y reviendrai dans un instant, des attaques de l'étranger, leur discours répétait une accusation formulée à l'étranger, dans l'un de ces lieux, l'Amérique, à l'égard duquel un certain nombre de Français professent la défiance. Ironie déconstructrice. On ne se débarrasse peut-être pas si facilement du spectre de l'étranger. Pourquoi la déconstruction ? Parce qu'on projette sur son nom justement toutes les formes à la fois inavouables et déclarées de la haine de l'étranger qui ont historiquement, à la fois successivement et simultanément, alimenté le discours de la francité, de la rationalité française. Déjà, la pensée 68 désignait l'ennemi germanique, allemand ou juif allemand. N'oublions pas que Daniel Cohn-Bendit fut la figure iconique du révolté de 68, comme responsable de la débâcle intellectuelle et culturelle, en faisant le procès du nietzschéisme de Foucault, du heideggerianisme de Derrida, du freudisme de Lacan, du marxisme de Bourdieu. Mais derrière la déconstruction se profile aussi le double spectre. Elisabeth Roudinesco le rappelait avec raison dans une tribune, elle aussi publiée dans Le Monde à la suite de la tenue du colloque de 2022, du juif et de l'africain, du judéo-maghrébin, de l'étranger d'autant plus menaçant qu'on ne sait s'il vient du dedans ou du dehors, et qui vient à sa manière réclamer justice contre une histoire coloniale violente, encore bien active dans ses effets et qui se joue ici et non ailleurs. Pourquoi la déconstruction ? Parce que ce parti de l'étranger est aussi, ce sera ma dernière hypothèse, le parti de la langue et des langues. Je n'ai pas le temps d'étayer cette hypothèse que nous partageons, mais je note que parmi les griefs faits aux penseurs et penseuses incriminés, il y a le fait que leur pratique de la phrase et des phrases relèverait de la poésie, plus exactement de ce qu'un des intervenants du colloque de 2022, le linguiste Jean Slamovitch, nommait élégamment, je cite, une bouillie entre poésie et militance. Poésie contre vérité, vieille antienne platonicienne. Mais quand on parle plus d'une langue et arpente plus d'un territoire de pensée, on sait que poésie et vérité, Dichtung und Wahrheit, ne s'opposent pas nécessairement. Foucault, Deleuze, Derrida, Cixous ont été ou sont de grands écrivains, de grands stylistes, chacun dans son genre. C'est cela aussi qu'on leur reproche, qu'on leur envie peut-être.
La haine de la poésie, ce serait une fois encore la haine de celle que Foucault nommait la belle étrangère, la littérature, et plus généralement la pensée qui fait des phrases, qui distingue sans opposer, qui défait les lieux communs, qui déstabilise les hiérarchies convenues et qui dérange parce que, faisant tout cela, elle est étrange. Je m'arrêterai là. Bien, écoutez, beaucoup de choses ont déjà été dites par Isabelle et par Anne. Ce colloque est né de notre indignation commune, partagée par beaucoup de gens, beaucoup d'amis, beaucoup de collègues, face à ce qui s'est passé il y a un an tout près d'ici. Et donc nous avons voulu répondre, mais répondre sans répondre du tac au tac, sans prendre la peine de réfuter cet ensemble d'arguments qui n'en sont pas, de polémiques ad hominem. Et donc voilà, ce colloque d'aujourd'hui en est issu. Bon, un colloque pour lequel nous avons trouvé le titre « Qui a peur de la déconstruction ?» Et le mot « peur », je pense qu'il est important, parce qu'il y va d'une politique de la peur et du lexique qui l'accompagne. Ça a déjà été dit par Isabelle ou par Anne, je ne fais que répéter d'une autre façon ce qu'elles ont déjà dit, mais bon, Isabelle parlait de mots scélérats. Oui, on parle aussi de mots épouvantail, de mots de terreur, de mots qui sont la cible de ce qu'il faut bien appeler de la haine. Bon, wokisme, islamo-gauchisme, indigénisme, déconstruction et quelques autres, autant de notions inconsistantes fondées sur des amalgames et sur des contresens et qui se révèlent d'ailleurs totalement interchangeables. Bon, amalgame comme par exemple celui qui consiste à dire que toute étude postcoloniale relèverait de l'indigénisme et donc de l'islamisme et ainsi d'un péril terroriste contre la République. Des contresens comme celui qui a déjà été évoqué tout à l'heure par Anne et par Isabelle, c'est le contresens majeur, écrasant, qui consiste à identifier la déconstruction à une destruction nihiliste. Simplement, bon, ces mots de terreur servent d'armes, servent de prétexte à des attaques ad hominem, à des campagnes de dénonciation, à des invectives qui atteignent une intensité qu'on a rarement vue dans le débat intellectuel. À vrai dire, cette offensive contre la déconstruction, le wokisme, etc., va bien au-delà d'un simple débat intellectuel. On désigne un ennemi menaçant qu'il est urgent d'éradiquer. Comme le déclarait l'une des participantes au colloque de l'an dernier, il s'agit, je cite, d'imposer un contrôle des productions fortement politisées pour qu'un enseignant ne puisse proférer que la Terre est plate ou qu'il existe un racisme d'État. On voit d'ailleurs un très bel amalgame entre le délire platiste et un certain aspect du développement des études décoloniales et des analyses du racisme. Bref, il s'agit, on le voit, de créer, il faut le dire, une sorte de police de la pensée, chargée de scruter le contenu des cours, des thèses et des projets de recherche afin de traquer dissidents et hérétiques. Et donc, on a affaire là à un danger bien réel, le danger de voir se constituer une politique d'épuration qui viserait des institutions de recherche, Sciences Po Grenoble, privées de subvention par M. Laurent Wauquiez, ou des chercheurs désignés comme des dangers pour l'institution et qu'il faudrait mettre à l'écart, dont il faudrait limiter la carrière, etc., etc. Le plus surprenant, me semble-t-il, c'est la reprise, et ça a déjà été dit, la reprise d'un lexique caractéristique de l'extrême droite. On a entendu, moi c'était avec une certaine stupeur, une ministre en exercice de l'enseignement supérieur déclarer que l'université était gangrénée par l'islamo-gauchisme. On a entendu, à l'ouverture, ça a été rappelé aussi tout à l'heure, à l'ouverture de ce colloque de l'an dernier, le ministre en exercice de l'éducation nationale identifier ce qu'on appelle confusément la French Theory à un virus dont il s'agirait de trouver le remède. Virus, gangrène, autant de métaphores corporelles qui pathologisent l'adversaire. On y reconnaîtra, sans hésitation, un lexique de type fascisant, qui est pourtant repris par des politiques et par des intellectuels qui, sauf erreur, n'appartiennent pas à l'extrême droite. Je pense qu'il faut y voir l'indice très inquiétant de ce qu'on pourrait appeler une zémourisation de la pensée et du débat public. Si nous en avions le temps, il faudrait analyser cela aussi d'un point de vue plus stratégique, plus politique, et on pourrait parler de la constitution d'une coalition néoconservatrice qui va de Le Pen et Zemmour à une partie de la gauche, avec ou sans guillemets.
J'opterais plutôt pour les guillemets, mais peu importe. Alors, au nom de quoi dénonce-t-on ce soi-disant virus ou cette gangrène? Ce qui est intéressant, c'est que dans le lexique de cette politique de la peur, on a affaire donc à des mots épouvantails, comme je l'ai dit, mais à ces mots terreurs répondent en miroir des mots fétiches, des mots totems, qui désignent des valeurs identitaires prétendument menacées par l'ennemi qu'il s'agit de contrer. République, lumière, universalisme, laïcité. Autant de notions faussement évidentes qui exigeraient à chaque fois une approche prudente, généalogique, une approche qui tiendrait compte de leur ambiguïté et de leur inscription historique, bref, une approche déconstructrice, mais qui, dans le discours des antidéconstructeurs, fonctionne comme des évidences massives, aveuglantes, écrasantes. Parce qu'ils opèrent comme des indices, c'était dit tout à l'heure d'une manière très pertinente, comme des indices d'une identité française qui serait en danger. Identité qu'on soupçonne fort d'être forcément blanche et virile, mais bon, laissons cela. Identité française qui serait agressée par une offensive venue de l'étranger, d'Allemagne donc, mais aussi bien des pays d'islam, et bien sûr des campus américains, source de toute ignominie et toute dévastation. Donc des mots qui fonctionnent comme des fétiches identitaires. Bon, alors, si c'est bien le cas, si on a affaire à des fétiches identitaires, il faut connaître que cette offensive antidéconstructrice choisit bien sa cible. Précisément parce que la déconstruction déridienne s'en prend à la fausse évidence de notions léguées par la tradition et aux identités imaginaires que ces notions expriment, identités sédimentées, cristallisées au cours de la tradition et qui deviennent en fin de compte autant d'obstacles à la pensée. La déconstruction, bon, peut être définie de différentes façons et aucune n'est adéquate, comme Derrida l'a rappelé à plusieurs reprises, mais on peut y voir une stratégie de désidentification des identités. C'est-à-dire aussi une mise en question de la domination et de l'injustice que ces fictions identitaires légitiment et perpétuent. Et oui, c'est le lieu de rappeler, ça a déjà été fait, que la déconstruction ouvre l'horizon de ce que Derrida nomme une démocratie à venir, c'est-à-dire une espérance messianique, quasi-messianique, messianisme sans messie, orientée, et il insistait toujours sur ce point, par une exigence de justice. Alors tout à l'heure, Marc Crépon rappelait cette coïncidence paradoxale qui fait que ce colloque, prévu de longue date aujourd'hui, se trouve percuté par un mouvement qu'on espère très massif, très résolu, très unitaire, contre une réforme qu'on est sans doute nombreux ici à pouvoir qualifier d'injuste. Et donc oui, coïncidence paradoxale. Le rappel de ce combat pour la justice et de cette défense d'une arme critique de résistance à l'injustice qu'est encore la déconstruction. Ce qui conduit sans aucun doute à dire que la haine envers la déconstruction coïncide de différentes manières avec une haine de la démocratie. Autant dire que, plus que jamais, la déconstruction reste une tâche requise, philosophiquement, éthiquement, politiquement. Et tout l'enjeu de ce colloque, comme j'ai dit, ne sera pas de riposter point par point à l'offensive néoconservatrice, mais d'essayer de lui répondre en essayant de montrer ce qu'est inventivement, affirmativement, la déconstruction à l'œuvre.